19h30 dans la capitale gabonaise, 19h30 à travers le territoire national. Bienvenue à TVS, la télévision Shekina. Au sommaire de ce journal, célébration aujourd'hui de la journée mondiale sans tabac, occasion de rappeler dans notre pays que le tabac est le seul produit de consommation légale qui demeure la cause de nombreuses maladies non transmissibles et de décès. À l'occasion d'un point de presse donné aujourd'hui, Maître Louis Gaston Maïla propose une sortie de crise définitive en 12 points qu'il va vous communiquer dans quelques instants. Oui, pour les discussions susceptibles de contribuer à la mise en œuvre consensuelle des actes du dialogue politique, répond le Parti démocratique gabonais PDG aux leaders politiques qui autrefois refusaient l'idée du dialogue politique d'Angoundjé et qui aujourd'hui reviennent sur leur position. Les détails de quelques instants avec Pierre Parfait Mbadikoumba. Merci de votre confiance sans cesse renouvelée à notre édition d'information du soir. La journée mondiale aujourd'hui du sans-tabac célébrée tout le 31 mai par l'Organisation mondiale de la santé, OMS et ses partenaires qui célèbrent donc, comme je le disais, aujourd'hui la journée mondiale sans tabac dans le but d'éradiquer les risques de santé liés à la consommation de tabac et de plaider en faveur de politiques efficaces pour réduire la consommation de tabac. Et pour cette année 2017, le thème se rapporte le tabac, une menace pour le développement. Les détails avec Fabiola Mengue. L'Organisation mondiale de la santé souligne que le tabac nuit gravement au développement des nations du monde entier. Les gouvernements devraient appliquer des mesures fortes de lutte anti-tabac, comme nous le voyons chaque année avec l'intervention du Dr Loma, qui lutte contre le tabagisme dans notre pays grâce à son ONG. Les mesures peuvent comprendre l'interdiction du marketing et des publicités de tabac, l'interdiction du tabac dans les lieux publics et les lieux de travail, comme au Panama, où les publicités en faveur du tabac sont interdites. L'OMS appelle tous les pays à établir des priorités et à accélérer les efforts de lutte anti-tabac dans le cadre de leur action par rapport au programme de développement durable à l'horizon 2030. Si la lutte contre le tabagisme est un enjeu majeur de la santé publique, force est de constater que le nombre de fumeurs ne baisse pas. Le tabac qui reste la première cause de cancer évitable. Arrêter le tabac améliore votre souffle et votre budget quotidien. Chaque décès dû au tabac est une tragédie qui aurait pu être évitée. L'épidémie doit être arrêtée maintenant. La notion de droit de l'homme dans notre pays est loin d'être appliquée à toutes les couches de la population. Dans le reportage qui va suivre, Inès Ngunga Mambo a ciblé quelques secteurs d'activité, une façon de faire qui trouve des avis divergents dans ce reportage. Les images sont de Fleury Assiondo. Au lendemain de la célébration de la Journée nationale des droits de l'homme dans notre pays, on a comme l'impression que l'État a fait du respect des droits de l'homme une priorité au niveau des conditions de détention des détenus. Quand on sait que la ratification du Gabon à la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ne s'intéressait pas uniquement aux prisonniers, même si d'aucuns estiment qu'il y a des avancées significatives. La question des droits de l'homme en milieu carcéral est prioritaire, c'est important. Même si on est en prison, on a encore des droits. C'est ça que l'État gabonais s'attelle à faire depuis un certain temps. Il faut dire que les pratiques d'avant ne sont plus d'actualité. Puisqu'il y a un certain nombre de textes juridiques qui ont été pris pour que les personnes incarcérées, même en attendant le jugement, soient respectées dans la dignité de leur... La question des droits de l'homme est un continuum, c'est un idéal dans tout État. Donc, aucun État dans ce monde ne peut dire que la question des droits de l'homme est respectée de manière absolue. Donc, il y a des pans qui sont respectés, il y a d'autres pans qui sont en évolution. Donc, le Gabon, l'État gabonais, qui est appartient à la majorité des instruments internationaux en matière de droits de l'homme. Et dans ce canevas-là, nous respectons les droits de l'homme dans tous les domaines, même en milieu carcéral. Il n'en demeure pas moins que les matons, eux aussi, victimes quelquefois des agressions de la part des détenus, ne sont pas pris en compte par le respect des droits de l'homme. Une problématique fustigée par le personnel de l'institution carcérale. M. Omar est passé ici il y a plusieurs années à amener des affiches concernant les conditions de détention et le respect des droits de l'homme concernant les détenus, mais jusqu'à preuve du contraire, nous, les gardiens de prison, ne faisons pas partie de ces droits de l'homme. Parce que à chaque fois que nous sommes agressés, d'ailleurs, il y a beaucoup de victimes. Depuis qu'il y a des émeutes, rien n'a été fait pour ces personnes.
Je ne sais pas si nous aussi on a des droits ou c'est seulement les deux. Il serait alors judicieux que le respect des droits de l'homme dans notre pays puisse s'étendre sur toutes les couches sociales, professionnelles, voire religieuses, pour qu'enfin l'égalité des chances prônée par les plus hautes autorités soit appliquée. L'actualité dans ce journal, c'est à l'intérieur du pays et Cap sur Port-Gentil avec la société Forêt-Sève dont le but est de promouvoir le savoir-faire gabonais en milieu pétrolier, s'est doté d'un nouveau rig, d'un rig et de plusieurs autres accessoires nécessaires au service connexe du forage du pétrole. Edwin Axel Nzengi, Média Plus Port-Gentil. Un rig en mouvement dans une zone industrielle, il s'agit là d'une démonstration grandeur nature de la société Forêt-Sève. Spécialisée en walkover dans les sites pétroliers, cette société de droit gabonais, entité de la holding UEG Impact Environnement Gabon, dont l'ambition est de promouvoir le savoir-faire gabonais en milieu pétrolier, vient en effet de se doter d'un rig et de plusieurs autres accessoires et services connexes au forage du pétrole. C'est donc après entretien de celui-ci que la direction générale de cette entreprise a convié un opérateur pétrolier à assister à cette prestation aux allures d'habilitation qui doit in fine convaincre ce dernier à travailler avec cette entreprise nationale. Vous avez donc un rig de workover qui est 100% autonome, c'est-à-dire que vous avez un mât qui est monté sur un camion, donc vous arrivez, vous êtes sur la route, vous arrivez au niveau de votre aire de travail, de votre puits. Parce que le workover, c'est donc descendre des outils, enfin remonter des complétions, les tubes qui sont dans le puits, pour réparer le puits et les redescendre. Et donc c'est avec cet équipement-là qu'on fait ça. Donc vous arrivez donc avec le camion, vous vous mettez au niveau du puits, vous reculez à côté du puits. Une fois que vous êtes arrivé au niveau du puits, vous arrêtez le moteur du camion, vous démarrez le moteur du treuil, pour le gros treuil qui est là-bas pour remonter le câble, vous montez le mât. D'abord, vous mettez les pieds, vous montez le mât et après vous faites vos opérations. C'est des équipements qui nous servent pour nos opérations sur le puits. Et derrière, le trailer qui est derrière, vous avez un bureau pour travailler, pour que les personnes responsables du chantier puissent travailler. Vous avez un vestiaire et derrière, vous avez un atelier mécanique pour pouvoir faire la maintenance de votre appareil. En présence de plusieurs invités et cadres de ce consortium et de son président fondateur Gabriel Chango, le check-up effectué sur l'ensemble du dispositif aura été déterminant pour convaincre les sociétés pétrolières de l'opérationnalité de cet outil de pointe qui a nécessité un gros sacrifice de la société Forêt-Sève et qui n'attend plus enfin qu'à servir. Ce matériel-là est vraiment designé pour travailler dans le secteur pétrolier, mais comme vous le savez, le secteur pétrolier est en crise et donc il n'y a pas vraiment de projet concret. On est donc obligé d'espérer pouvoir gagner quelques marchés et pouvoir faire travailler notre appareil. Le Gabon de service, prôné par les plus hautes autorités du pays, est en marche à travers cette démarche de séduction en direction des sociétés majeures du domaine pétrolier qui gagneraient, elles aussi, à travailler avec une entité basée à Port-Gentil, participant ainsi à promouvoir l'économie locale. Politique dans ce journal, juste quelques jours après la fin du dialogue d'Angoundjé, des voix s'élèvent en milieu politique pour dénoncer aujourd'hui les imperfections des résolutions issues de ce dialogue, d'où la question de savoir comment sortir de la crise actuelle. Maître Gaston Maïla, président de l'UPNR, acteur politique gabonais, pour sa part, propose un agenda de sortie de crise en 12 points que voici. Agenda de sortie de crise en 12 points. Point numéro 1. Les parties prenantes au présent agenda décident de soumettre le règlement de la crise ouverte en République gabonaise à une procédure de médiation placée sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Point numéro 2. Les actes de l'agenda, en tant que résolution pertinente, traduisant la volonté profonde du peuple gabonais à inscrire son avenir dans un cadre concilié et pérenne, feront l'objet d'un tout indissociable adopté en forme référendaire pour leur conférer l'autorité juridique et morale suffisante. Pour marquer la volonté d'apaisement des autorités avec le peuple et faciliter la mise en œuvre de l'agenda, il importe de prescrire l'abandon de poursuites engagées à l'encontre de toutes les personnes arrêtées ou détenues. L'amnistie et
la réhabilitation des personnes condamnées à l'occasion des événements consécutifs à l'annonce du résultat ou la contestation de l'élection présidentielle de la République, en République gabonaise le 27 août 2016. Point numéro 4. Un fonds inscrit au budget de l'État doit être mis en place pour porter assistance aux familles endeuillées et garantir l'indemnisation des victimes. Point numéro 5. Pour prendre date avec l'histoire, un mémorial doit être dressé aux personnes mortes pour la patrie et la date du 31 août 2016 doit être commémorée dans les événements de la République. Préposé principalement à la sécurité du chef de l'État et accessoirement à la protection des édifices publics, la garde républicaine, qui est sortie de ses missions et a endeuillé la nation, doit être dissoute et les donneurs d'ordre poursuivis pour apaiser la conscience collective et prévenir tout sentiment de vengeance ou de récidive. Point numéro 7. Pour la mise en œuvre de ce qui est prescrit au point numéro 4, il est nécessaire d'ouvrir une enquête indépendante pour identifier le bilan de l'assaut donné contre le quartier général de Jamping et faire le point des opérations menées sur l'ensemble du territoire. Point numéro 8. Les personnalités investies d'une mission électorale ayant délibérément posé des actes contraires aux obligations de leur charge et entraîné ou concouru aux troubles doivent être relevés de leurs fonctions respectives sans préjudice des poursuites qui peuvent être engagées ultérieurement. Faute de production de procès-verbaux provinciaux devant l'Assemblée plénière de la Sénat, le recensement des résultats est réputé n'avoir pas eu lieu au niveau national, rendant inopposable l'annonce et la proclamation du scrutin qui ont suivi. Point numéro 10. Le processus électoral interrompu doit être repris dans les délais fixés au point numéro 11 à partir de la refonte complète du fichier électoral, du redécoupage des circonscriptions électorales, de l'institution du vote à 2 tours et de la limitation du mandat du président de la République à 2. Pour garantir la continuité de l'État, l'agenda de sortie de crise suggère l'ouverture d'une période de transition d'une durée maximale de 24 mois, ainsi que la mise en place d'une autorité de transition conduite par un président désigné par consensus par les parties prenantes, désigné dans la résolution du point 1, assisté d'un Premier ministre, nommé dans les mêmes formes et d'un gouvernement composé respectivement à raison d'un tiers des personnalités issues de la majorité, d'un tiers des personnalités issues de l'opposition et d'un tiers des personnalités issues de la société. L'Organisation des Nations Unies assure le suivi de l'agenda de sortie de crise pendant toute la période de transition. Sa mission s'achève au terme de la mise en place des institutions issues de des élections nouvelles, libres et transparentes. Ce plan, dont je ne suis pas l'auteur, a 3 mérites précis. 1. Le premier mérite, c'est d'exister. Le deuxième mérite, c'est d'être perfectible. Le troisième mérite, c'est qu'une fois adopté, il devient le plan de tout le monde et évite aux acteurs politiques de se retrouver autour d'une table pour chercher le sexe des anges, pour couper les cheveux en 4 ou pour inventer l'eau chaude. Cela a déjà été fait. J'ai rendu cet agenda public en précisant que je ne suis pas l'auteur pour que personne ne dise « mais on va aller pour dire encore quoi? On va aller parler de quoi ?» Voilà le fil conducteur. Chacun peut l'améliorer, chacun peut le compléter, chacun peut le défaire. Je vous remercie. Restons toujours en politique et pour parler du dialogue, au thème de celui-ci, certains membres de la coalition de l'opposition souhaitent l'ouverture d'un 3e dialogue qui réunirait Ali Bongo Ondimba et Jamping, les 2 protagonistes au sortir de l'élection présidentielle du 31 août 2016, cela pour l'intérêt supérieur de la nation. C'est le cas de Casimir Marie Anjoyemba et Djinzobandama. Pierre Parfemba Dikoum, reportage. Au terme du dialogue politique entamé le 12 avril dernier, et dont le rapport final a été remis au chef de l'État, Ali Bongo, certains cadors de l'opposition sortent de leurs réserves pour donner leur point de vue sur la situation dans laquelle le pays est plongé. Le mot « blocage » est sans cesse répété. Le Gabon est bloqué et les Gabonais avec lui.
Y a-t-il un Gabonais sérieux à penser que le Gabon va bien aujourd'hui? J'en doute. Nous voyons, nous sentons tous que notre pays ne va pas bien. Ce point de vue du numéro 2 de l'Union nationale, Casimir Oyemba, est partagé aujourd'hui par Gidzuba Dama, l'ancien président de l'Assemblée nationale, qui reconnaît lui aussi cette situation de blocage et souhaite un rapprochement Ali Bongo-Jean Ping pour les intérêts supérieurs du Gabon. Pour Gidzuba Dama, le gouvernement est obligé de recourir aux emprunts obligataires pour payer les salaires des fonctionnaires. Le gouvernement est obligé de créer des taxes pour faire entrer de l'argent dans les caisses de l'État, mais les entreprises répercutent ces taxes-là sur les prix des produits de consommation courante. Face à cette situation, ce sont les populations lambda qui en payent le lourd tribut. L'appel à un troisième dialogue avait déjà été entendu de la voix de Louis-Gaston Maïla, le leader de l'UPNR. Mais cette option ne fait pas l'unanimité dans la sphère politique. L'un des maillons forts du dialogue pour le compte de l'opposition, René Ndemezo Obiang, ne trouve aucune utilité d'engager de nouveau pourparlers, ayant pour garant de l'exécution des décisions issues de ceux-ci un facilitateur ou médiateur. Nous restons toujours dans le dialogue d'Angoundjé pour boucler cette page politique, ayant pris acte depuis quelques jours des leaders de l'opposition qui ayant initialement refusé et refuté l'idée du dialogue politique d'Angoundjé et qui se prononcent à présent sur leur acceptation du principe d'un dialogue. Le Parti démocratique gabonais salue cette attitude qu'il qualifie républicaine, voire patriotique, tout en se disant favorable à des discussions post-dialogue d'Angoundjé. Écoutez cet extrait de la déclaration du Parti démocratique gabonais lue par son secrétaire général Faustin Boukoubi. Déclaration recueillie par Pierre Parfemba Dikoum. Le Parti démocratique gabonais prend acte, en outre, que depuis quelques jours, des leaders politiques ayant initialement réfuté l'idée du dialogue politique d'Angoundjé se prononcent dans les médias nationaux et internationaux sur leur acceptation du principe d'un dialogue. Cette attitude est républicaine et patriotique, car elle permet de sortir des postures tranchées, stériles. Elle écarte la posture des bat-en-guerre et priorise plutôt le refus de la violence et de l'antipatriotisme, comme le prônent encore certains, devenus fort heureusement minoritaires. Pour sa part, le Parti démocratique gabonais est favorable à des discussions susceptibles de contribuer à la mise en œuvre consensuelle des actes du dialogue politique, notamment les aspects nécessitant encore un approfondissement de la réflexion, à l'instar des modalités de mise en place du Centre gabonais des élections, CGE, du statut de l'opposition, du calendrier électoral, etc. Nous ouvrons à présent la page étrangère de ce journal qui nous conduira premièrement au Soudan, ensuite en Afghanistan, d'abord au Soudan. Depuis 4 ans, le Soudan du Sud, le plus jeune État du monde, est ravagé par une guerre civile. 2 clans s'affrontent et cette situation conduit aux milices à poser 2 actes, soit à saccager les récoltes, soit à voler les récoltes. Un reportage de nos confrères de la presse internationale. C'est un drame qui se joue à huis clos, dans ces territoires ignorés du Sud-Soudan. Un des pays les plus pauvres, les plus isolés de la planète. En arrivant à l'aéroport de Bentiu, les traces de la catastrophe, bien visibles. Un avion pulvérisé, des véhicules militaires abandonnés sur le bord de la route, et même une ancienne église carbonisée. Bentiu est une zone de guerre. Cette petite ville du nord du pays, défigurée par 4 années de combats acharnés. 1/3 des Sud-Soudanais a été déplacé par les violences. C'est le prix à payer pour cette guerre impensable. Tout a été touché.
2 ans à peine après son indépendance en 2011, le Sud-Soudan, le plus jeune pays du monde, a sombré dans une guerre civile et ethnique d'une violence inouïe. Et c'est ici que les combats sont les plus anciens, dans la région de Bentiu. C'est ici également que l'état de famine a été officiellement décrété en février dernier. Dans cette région, la majorité des personnes déplacées convergent ici. Le camp de Bentiu, placé sous la protection des soldats des Nations Unies. Et quand ils arrivent souvent, les réfugiés sont en train de mourir de faim. Ici, vous voyez les enfants qui viennent se faire soigner pour malnutrition. Tous les jours, il y a de nouvelles arrivées, de nouvelles admissions. Kidega Okumu gère le centre de santé de l'UNICEF, spécialisé dans l'accueil des enfants malnutris, aux premières loges de la famine qui sévit au Sud-Soudan. Il reçoit aujourd'hui le petit Niaok, 2 ans, à peine 5 kilos, le poids d'un nourrisson. Physiquement, vous pouvez voir sur cet enfant les symptômes d'une malnutrition très grave. Les côtes apparentes, la maigreur, la peau plissée. Niaok présente également les symptômes de la tuberculose. C'est sa grande sœur, aujourd'hui, qui l'accompagne. Plus de 5 mois qu'ils ont quitté leur village, à 150 km de là, en pleine détresse. Il n'y avait plus rien à manger, on se nourrissait de nénuphars. Il n'y a plus rien. Et c'est à cause de la guerre. Notre village était sur le point d'être attaqué, on est parti juste avant. On a beaucoup de cas comme celui-là. Oui, c'est vrai. Au Sud-Soudan, c'est la guerre des hommes qui affame la population. D'après les Nations Unies, 100 000 personnes souffrent de la famine, rien que dans la région de Bentiu, en ce moment même. En quelques années, ce camp de réfugiés est devenu la 2e ville du pays. 120 000 personnes s'entassent ici. 60% sont des mineurs. Alors la vie s'est organisée. Les jeunes jouent au football en fin d'après-midi comme un semblant de normalité. Mais derrière chaque personne dans ce camp se cache un destin tragique. Comme celui de Regina Allen et de sa petite fille Niador, 1 an et demi. Arrivée 2 semaines plus tôt à Bentiu, elle a vu 2 de ses frères mourir sous ses yeux. J'ai vu aussi des soldats du gouvernement en train de violer une femme enceinte. Quand j'ai vu ça, on a fui. Et grâce à Dieu, nous avons pu arriver ici. Au village, je n'arrivais plus à nourrir mon enfant. Nous avions l'habitude de cultiver nos champs. Nous avions de la nourriture, mais depuis que les combats ont commencé... De la famine au Soudan du Sud, le plus jeune État du monde. En Afghanistan, par contre, des dizaines de personnes ont été tuées et des centaines d'autres blessées au cours de l'attentat au camion perpétré dans le quartier diplomatique de Kaboul, la capitale afghane, près de l'ambassade de France. Presse internationale, reportage. 8h25 à Kaboul. Une voiture vient d'exploser en plein centre du quartier diplomatique, tout près de l'ambassade allemande et du palais présidentiel. Un quartier bondé en cette heure matinale. Immédiatement, toute la zone est bouclée. Les nombreux blessés sont emmenés dans les hôpitaux des alentours. Il y a beaucoup de victimes. L'attaque n'est pas revendiquée dans l'immédiat. Samedi déjà, au premier jour du Ramadan, un attentat à la voiture piégée visait la gare routière de Khost, dans l'est du pays. Un attentat rapidement revendiqué par les talibans. Ces derniers ont annoncé fin avril le lancement de leur offensive de printemps. Une campagne d'attaques conventionnelles et d'attentats suicides contre les forces étrangères et les infrastructures militaires. Quelques jours plus tôt, ces mêmes talibans avaient déjà revendiqué un assaut contre la base militaire de Mazar-i-Sharif, un assaut ayant fait plus d'une centaine de morts. Mais les talibans ne sont pas les seuls à avoir frappé l'Afghanistan ces dernières semaines. Le 3 mai dernier, un attentat suicide a visé un convoi de troupes étrangères près de l'ambassade américaine à Kaboul.
Cette fois, l'attentat a été revendiqué par l'organisation de l'État islamique. La page sportive, la page internationale se referme et nous ouvrons à présent la page sportive de ce journal. Et dans le cadre de ses activités annuelles, la Gaspro était sortie du côté de Kingele dans le cadre de ses activités, comme je le disais tout à l'heure, annuelles de vulgarisation et d'initiation des jeunes à la pratique du sport à l'école publique de Kingele avec Ephraim Biogedzo et Yvon Bertrand Koumile Kandoumba. Permettre à plusieurs de ces jeunes scolarisés de l'école publique de Kingele de jouir d'une bonne formation dans plusieurs disciplines sportives étant l'objectif affiché par les responsables de la Gaspro qui, depuis quelque temps, sillonnent les établissements scolaires de la place. Sur les lieux, aucune discipline n'a été épargnée, des sports de combat en passant par la balle au panier, car c'est à cet âge que l'on détecte les talents, ce qui suscite à la fois des émulations. Le sport, ne l'oublions pas, participe à la bonne santé de tous, du moins pour ceux qui le pratiquent. Les apprenants de cet établissement public ont fait preuve de volonté, ce malgré quelques difficultés constatées sur bon nombre d'athlètes à pouvoir exécuter certains mouvements. L'envie y est déjà, reste cependant aux responsables à pouvoir réaménager le programme des cours. Pour cette 5e sortie du genre, Simplice Morgan Mouting Meil, bien que dépourvu de moyens, mais peut se permettre de rêver. Toujours dans le cadre de cette sortie de la Gaspro du côté de l'école publique de Kingele, Simplice Morgan Moutinga Meyele, président de cette association, décline au micro de Frem Beyegedzo les stratégies élaborées dans l'exécution de ces chantiers. Nous l'écoutons. Nous restons toujours en sport et toujours dans la relance, l'attente de la relance des activités du noble sport qu'est le kickboxing. Plusieurs fouleurs ont dénoncé le silence gardé par cette fédération qui bloquerait toute activité au sein de cette discipline. Mosconi Ngonomba, reportage. Près d'un an après la fin du mandat du président du bureau sortant Eric Ela, la grande famille du kickboxing gabonais a dénoncé l'acharnement de certains cadres du ministère de la Jeunesse et des Sports, principalement du président du comité d'homologation des candidatures, à prendre en otage cette discipline.
Vivement que la situation de cette fédération sorte enfin de la crise dans laquelle elle est plongée pour faire place aux élections afin de connaître celui qui conduira les destinées du kickboxing national. Et pour refermer cette page sportive, le ministre des Sports, Nicole Assélé, a reçu les présidents de fédération suite aux nouvelles mesures prises quant à la participation de nos sélections aux compétitions africaines et internationales. Yasser Nicolandon. Excédé par les piètres prestations de nos sélections nationales sur la scène internationale, la ministre des Sports a condamné la participation des équipes nationales aux joutes sportives internationales par une préparation locale en bonne et due forme. En effet, le ministre des Sports vient de justifier au président des fédérations sportives nationales qu'elle suspend jusqu'à nouvel ordre la participation des compétitions africaines et internationales des sélections nationales qui ne se seraient pas préparées. Ne prenons donc pas à ces compétitions uniquement les disciplines justifiant l'organisation régulière des activités sur le plan local. C'est à cet effet qu'une réunion a été organisée entre Madame le ministre et les présidents des fédérations. Ce point était important parce que je crois que beaucoup n'avaient pas compris le sens de la décision qui a été prise la semaine dernière par le département, à savoir de conditionner les sorties internationales par l'organisation des compétitions sur le plan national, des tournois et autres. Donc il fallait que je leur explique le pourquoi de cette décision, qui est très simple. Nous ne pouvons pas faire de compétition internationale si nous n'avons pas au préalablement fait des compétitions sur le plan national. Voilà, je crois que nous nous sommes compris et nous allons essayer d'avancer. Ayant bien compris le message venant de la tutelle, les présidents des fédérations comptent mettre des choses en musique afin de rimer avec les décisions prises. Moi, je pense qu'au niveau de la Fédération gabonaise de basketball, ce que Madame le ministre nous a édifié ce soir rentre dans l'esprit de la compétitivité pour que nous ayons des joueurs performants au moment des compétitions. Tout simplement, nous l'avons remarqué que nous passons beaucoup de temps en vacances et nous démarrons les compétitions au moment où, à l'international, nous sommes sur les grandes compétitions et nos athlètes sont toujours en retard du fait qu'ils n'ont pas eu le temps d'affûter leurs armes. Les fédérations doivent d'abord organiser au niveau domestique. Voilà. C'est ce qu'il faut retenir. Ouais. Le plan de fédération, au niveau de la Fédération gabonaise de hand, je pense que la formation existe déjà. On a une structure sport-études qui existe déjà. Donc la base, c'est la formation. Sans la formation, il ne peut pas avoir de développement. La formation des athlètes, la formation des formateurs. Il faut qu'on insiste là-dessus. Parce que si on n'a pas de bons formateurs pour former nos enfants, l'athlète ne peut pas atteindre un certain niveau. Le dernier point de cette édition d'information nous conduit à présent à votre rubrique Expression libre. La question du jour, à savoir dans quel arrondissement de la commune de Libreville se trouve le quartier Plein Niger, vous a été posée par Hicham Abessolo et Jean-Luc Bouroubo. Au 5e, non? 5e, 4e, je ne sais plus trop. C'est pas dans le 2e arrondissement, le Niger. Hein? Comment je sais pas, le 2e. Je crois, Plein Niger, 4e arrondissement, je crois bien. Plein Niger se trouve au 4e arrondissement. Voilà, je ne sais pas grand-chose. Ça doit être dans le 3e, je ne sais pas tout. Quelque chose comme ça. Ouais. Là, je ne sais pas. Je ne suis pas habitant au niveau de Libreville. Je suis de nouveau à Libreville, donc je ne connais pas pratiquement. Ok. Je ne connais pas. Okay. Au fait, exactement, je ne sais pas si c'est le 3e ou le 4e. Entre les deux. Il ne s'agit pas de jouer au ping-pong. Dans quel arrondissement de la commune de Libreville se trouve le quartier Plein Niger? C'est naturellement dans le 4e arrondissement.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir regardé.